Je voudrais commencer peut-être en soulignant qu'on se trouve présentement sur un territoire autochtone non cédé et que, comme plusieurs, moi je suis honorée qu'on accepte notre présence sur ce territoire-là et je considère qu'il faut en prendre soin et reconnaître aussi les torts qui ont été causés et qui sont encore causés au premier peuple du Canada. Ceci dit, on m'a invité aujourd'hui à prendre parole dans ce panel sur l'Amérique latine pour aborder la question du phénomène de migration. J'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit, OK, ça m'intéresse beaucoup comme phénomène. Je travaille au développement épais. En ce moment, on porte une campagne sur le phénomène des migrations forcées. J'ai habité au Guatemala pendant 8 ans comme coopérante volontaire. Et puis, je trouvais ça un petit peu intimidant de venir vous parler de migration ici dans une rencontre principalement latino-américaine. Ceci dit, je me suis dit, je vais partir de mon expérience personnelle, donc plus sur une base de témoignages de ce que j'ai vu, de ce que j'ai compris du phénomène de migration en Amérique latine. Ceci dit, avec toutes les limites que ça implique, de parler à partir de son propre vécu ou de ses propres observations. Donc, quand je suis arrivée au Guatemala en 2002, c'était au moment où le programme des Nations Unies pour la paix était en train de se retirer suite à la signature des accords de paix en 1996. Donc, c'était un moment où techniquement les accords de paix devaient être effectifs, mais on sentait bien que le retrait des Nations Unies ne voulait pas vraiment dire que le travail était terminé et que la paix était déjà installée. Mais il y avait une étape, il y avait un cheminement de fait. Donc, je suis arrivée au Guatemala et j'habitais à Huehuetenango, qui est basé dans le nord-ouest de la frontière, près de la frontière avec le Chiapas, pour ceux et celles qui connaissent le coin. Et c'est une région dans les montagnes assez isolée où la guerre a fait quand même beaucoup de mal. Et c'était assez isolé, donc comme jeune femme coopérante et tout, j'arrive au Guatemala, j'avais aussi le désir de découvrir le pays, ce qui a fait que à chaque fois que j'avais l'occasion, je prenais l'autobus et j'allais découvrir un coin de pays. J'ai beaucoup voyagé à l'intérieur du pays. Pour des raisons également de travail. Et j'y allais généralement en autobus. Les autobus au Guatemala vont partout. C'est la meilleure façon de voyager, la façon la plus économique et la façon la plus démocratique. La courte période où j'ai eu une voiture, j'ai vraiment réalisé à quel point le fait d'avoir une voiture me déconnectait de la population, puis je suis retournée dans les transports. C'est dans les autobus qu'on découvre à quel point le pays est peuplé d'universités, peuplé de toutes sortes de monde qui voyagent et qui circulent énormément. Ceci dit, ces déplacements-là m'ont permis effectivement de côtoyer, de voir, de constater la migration. Au début, on ne s'en rend pas trop compte, là, en tant que jeune Québécoise, la différence entre un Guatémaltais et un Salvadorien ou un Nicaraguayen. Je ne le voyais pas tout de suite au départ, mais rapidement, à force d'observation, à force de discuter avec d'autres, on voit que les autobus sont contrôlés. Donc, la route sur laquelle que j'utilisais, il y avait ce qu'on appelait le contrôle des fruits et des légumes. Donc, c'est une zone où on fait, les autorités rentrent, puis là, ils vérifient les sacs pour être sûr qu'ils ne transportaient pas, je pense qu'ils cherchaient principalement les tomates ou les ananas, mais en fait, je ne sais pas quels fruits qu'ils cherchaient parce que ce qu'ils cherchaient le plus, c'était les migrants. Donc, à chaque fois, il y avait les hommes qui étaient invités à descendre de l'autobus et il y avait souvent des gens qui ne rembarquaient pas dans l'autobus. C'est un phénomène qui, moi, m'a interpellée. J'ai commencé à poser des questions autour de moi avec mes collègues de travail, avec d'autres personnes qui voyageaient également. Et quand il y avait un contrôle vraiment des passeports, ils passaient, ils faisaient le tour et moi, on ne me demandait jamais mon passeport, même si j'étais une de celles qui le traînait, parce que moi, on me regardait et on me disait non, j'ai pas besoin de voir ton passeport.
Là, c'est à travers de toutes ces petites anecdotes de la vie qu'on réalise que finalement, les personnes migrantes au Guatemala, le Guatemala fait partie de ce qu'il appelait la zone du C4, les 4 pays d'Amérique latine qui ont libre circulation à l'intérieur des frontières. Pour nous, les étrangers nord-américains, ça voulait dire sortir jusqu'au Mexique ou sortir jusqu'au Costa Rica pour aller renouveler ton visa. Mais théoriquement, pour les Centro-Américains, ça veut dire circuler entre le Salvador, le Honduras, le Nicaragua, le Guatemala en toute liberté. Et c'était pas long qu'on réalisait que finalement, il y avait quand même des contrôles frauduleux, des contrôles où là, les gens sont invités à montrer leur passeport. Théoriquement, ils ont le droit d'être là. On n'a pas besoin de les contrôler à l'intérieur du pays. Donc, mais ça arrive. Ça arrive dans la complicité, puis pas par des autorités compétentes, des autorités autorisées à faire ça. Ça arrive un peu par n'importe qui. Le mec de la migration, qui s'occupe des fruits et des légumes, il n'est pas supposé s'occuper de migration, il est supposé s'occuper de maladies, de plantes, et tout d'un coup, il se met à vérifier les passeports des gens. Donc, c'est clair qu'après ça, il y a des taxes qui sont payées, donc qui sont imposées aux personnes migrantes. Et plus on se rapproche de la frontière, Huehuetenango étant très près, la frontière étant comme le dernier centre urbain avant la frontière avec le Mexique, on ressent cette pression-là sur les migrants de plus en plus forte. Et on réalise à quel point les gens sont vulnérables et les gens dépendent beaucoup de leur coyote, de leur passeurs. Et ça aussi, c'est devenu comme... J'ai rapidement compris que ça faisait partie un peu de la culture locale. Tu sais, on a beaucoup parlé dernièrement de la culture du viol, qui le fait que c'est banalisé, ça nous permet de le faire sans qu'il y ait de conséquences, puis que tout le monde est vraiment d'accord avec toute cette culture-là. Mais la culture de la migration et de l'exploitation des personnes migrantes existe aussi. Puis on le voit, parce que dans l'autobus, on sentait qu'il y avait des gens qui étaient en détresse parce qu'ils se faisaient descendre de l'autobus pour être contrôlés, puis des fois ils ne pouvaient pas remonter. Il y avait des fois des couples qui étaient, ou des frères et sœurs qui étaient séparés comme ça parce que ceux qui ne pouvaient pas payer ou restaient au poste frontal, au poste de contrôle des fruits, puis l'autobus continuait. Mais on voyait aussi d'autres moments où c'était les chauffeurs d'autobus. Il y a des fois où on n'arrêtait même pas pour les tomates. Là. Parce que le chauffeur d'autobus faisait signe au contrôleur, tu sais, j'ai pas de migrants dans mon autobus. Je continue. Il y avait des policiers qui, en dehors de leurs heures de travail, en dehors de leur zone de travail, faisaient des contrôles sur les routes. Et moi, je suis allée à un moment donné, je cherchais des activités à faire, c'est quand même une petite ville, puis après plus tard, je était fermée. Donc, à un moment donné, j'ai dit, je vais apprendre à conduire une moto. Fait que j'ai pris un cours de conduite. Puis là, ça commençait par le cours théorique. J'ai dit, ben, pourquoi pas? Je sais conduire, mais je vais aller prendre le cours pareil. Puis au début du cours, tout le monde disait pourquoi il voulait apprendre à conduire. Puis il y a un jeune qui dit, ben moi, je vais apprendre à conduire pour amener les gens à la frontière. Là, tout le monde est parti à rire. Il dit, oh, on a un futur passeur, futur coyote ici. Puis c'est drôle. C'est juste drôle. C'est interpellant de voir que toute cette économie informelle est permise également à travers du fait que les gens ne connaissent pas leurs droits, que les gens permettent aussi que cette économie-là tourne autour des personnes migrantes. Il y a des hôtels qui vivent de la migration. Ça m'est arrivé d'assister à des cérémonies religieuses du Machimon où c'était tout un groupe qui partait en migration, puis là, c'était la bénédiction des personnes migrantes. Donc, c'est une réalité qui est omniprésente. On entend tout le temps parler, là, un tel vient de partir, mon père habite aux États-Unis. Puis les gens, tout ça se fait aussi dans le secret. Tu ne peux pas vraiment dire, je me prépare à partir à l'étranger. Souvent, ça se fait du jour au lendemain. Tu reçois un coup de fil de ta conjointe, de ton chum, qui dit, ben, on ne se reverra plus parce que là, je viens de partir. Parce que tout se fait dans le secret, parce que les passeurs ne veulent pas que tu le dises, parce qu'il ne faut pas que ça se sache, parce qu'on est dans la clandestinité. Et cette clandestinité-là
rend les gens vulnérables. Donc, quand on ne le dit pas, on ne peut pas convaincre les gens de ne pas partir, on ne peut pas encadrer avec qui ils vont partir et comment. Donc, ça fait que quand les gens disparaissent sur la route, parce que ça arrive trop souvent, c'est très difficile de les retrouver. Ça m'est arrivé qu'une famille vienne me voir parce que là, ils cherchaient leur fils était parti, le téléphone avait sonné une fois, ils étaient aux États-Unis, et ils n'ont plus jamais eu de nouvelles de leur fils. Puis quand on appelle à ces centres-là, c'est très, très, très difficile d'avoir de l'information, d'avoir du suivi. Il y a un abus des personnes, qui fait que les gens ne connaissent pas leurs droits et tout le monde en abuse. La société civile, les ONG, les organisations organisent le plus possible des séances d'information, essayent d'éduquer les gens sur leurs droits, de leur dire s'il n'y a pas, je crois que c'était 4 policiers, ça ne peut pas être un contrôle légal. S'ils sont juste 2, tu n'es pas obligé d'arrêter, arrête-toi pas, c'est sûrement frauduleux, il faut qu'ils soient au moins 4. Tu n'es pas obligé d'avoir tes papiers. C'est toutes ces choses-là que les gens ne connaissent pas. Donc, il y a tout un travail qui se fait à partir des ONG, mais on sait aussi que les défenseurs des droits humains sont parmi les personnes les plus en danger. Donc, c'est quand même un travail qui est difficile. Tout le temps où j'étais là, moi, j'ai vu beaucoup de projets, beaucoup menés par certains organismes de coopération, notamment la coopération espagnole faisait beaucoup de projets d'éducation sur la question de la migration. J'ai vu des tonnes d'expositions de photos, des films sur les conditions des migrants, sur comment les gens se sentent quand ils partent en migration, sur les dangers, les désillusions, sur les conséquences négatives de migrer, de quitter ton pays, toute l'importance que ça a sur le tissu social de ta communauté quand les hommes partent. Là, à un moment donné, les femmes se sont mises à partir, alors on s'est mis à parler des conséquences négatives, de délaisser le foyer, les enfants, tout ça. Mais j'ai vu très peu de choses sur pourquoi les gens partent. J'ai vu beaucoup de choses sur les impacts, sur le PIB, que les remessas au Guatemala, c'est le premier facteur du PIB. J'ai vu beaucoup de choses sur qu'est-ce que ça apporte au pays, qu'est-ce que ça apporte aux familles, les gens qui arrivent à se reconstruire des maisons, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Mais j'ai rarement vu de campagnes, d'études, de livres, d'expos de photos sur pourquoi les gens décident de partir. Et ce qui m'amène à aborder un peu la question de la caravane des migrants qu'on a vu cet hiver, qui a été, c'est un appel qui a été lancé de dire, vous vivez, on vit une situation qui est difficile, qui est insoutenable, et il faut partir, mais il faut partir de façon visible et sécuritaire. C'est pas vrai que les penseurs sont des agents de sécurité pour les personnes migrantes. Ce sont plutôt des personnes qui abusent des personnes migrantes. Mais ça reste quand même plus sécurisant que de partir tout seul. Donc, l'appel à s'auto-organiser pour avoir une meilleure sécurité et également pour que ça coûte moins cher, parce qu'engager des personnes migrantes, engager des passeurs, c'est cher, c'est des grosses dettes. Puis c'est une dette qui est appelée à croître à chaque obstacle. Donc, la caravane des migrants, dans les médias, c'était traité comme « Oh, wow, 7000 personnes qui s'en viennent », comme si c'était quelque chose de nouveau. Alors que, pour moi, c'était rien de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que là, ils se sont organisés, et sont allés de façon visible à la lumière du jour en disant pourquoi ils partaient. Que les conditions économiques étaient trop difficiles, mettaient leur vie en danger, que les conditions aussi de violence sont vécues en Amérique centrale. Il y a des pays d'Amérique centrale qui ont un plus gros taux d'homicide que les pays officiellement en guerre. C'est absurde.
Donc, toute cette question-là de la caravane migrante, moi j'ai trouvé personnellement que c'était un acte de courage que de le faire, et je veux aussi saluer toute la solidarité de l'accueil de ces caravanes-là qui ont traversé toute l'Amérique centrale. J'ai vu beaucoup de choses super positives de gens qui ont accueilli les personnes migrantes, alors qu'avant, c'était plus, on regarde ailleurs quand les gens ont des problèmes. Mais le fait que ça ait été fait au vu et au su de tous, ça a permis ça, cette visibilité-là, cette médiatisation aussi, puis après de mettre le focus sur comment sont reçus et est-ce que la dignité des personnes migrantes est reconnue dans le processus d'immigration. Et je pense qu'effectivement, on voit que non, que les personnes migrantes sont considérées soit comme des réfugiés, soit comme des migrants, soit comme une main-d'œuvre potentielle, soit comme une ressource humaine potentielle, et rarement comme un être humain digne qui a le droit de manger, de vivre en sécurité, exempt de violence. Là, il reste, après avoir qu'est-ce que ça va donner, cette caravane-là. En ce moment, il y a 68,5 millions de migrants dans le monde, de migrants forcés. Avec les changements climatiques, on laisse présager qu'en 2050, il y aura 250 millions de migrants climatiques uniquement. Donc, la question de la migration, c'est pas quelque chose qu'on va régler demain, c'est pas quelque chose qui va disparaître, là. Puis, depuis la nuit des temps, il y a des migrants. Donc, comment on doit réagir, comment on doit construire une réponse? Là, c'est sûr qu'il y a une tentative avec les deux pactes qui ont été signés par le gouvernement sur l'immigration et sur les réfugiés, de le voir comme il faut répondre solidairement internationalement, pas juste les gens qui accueillent les migrants, mais tout le monde ensemble, il faut répondre à ça. Moi, personnellement, je pense que la libre circulation des individus est un droit fondamental qui est presque exempt sur notre planète. Je pense qu'il existe une inéquité odieuse qui est principalement basée sur le pouvoir économique. Il y a des gens qui peuvent aller où ils veulent, quand ils veulent, puis il y a plein de gens qui ne peuvent pas. Et c'est tous les gens qui ne peuvent pas sont souvent aussi les gens qui nourrissent ceux qui peuvent. Et je trouve ça d'autant plus odieux. J'ai apporté une pétition qui n'est pas si engagée que ça, mais qui demande quand même à l'État d'appuyer les organisations citoyennes qui promouvent la paix, la démocratie et les droits humains, et qui demandent d'investir davantage dans des solutions diplomatiques et pacifiques pour permettre aux personnes migrantes de rentrer chez elles, de rester chez elles, parce qu'idéalement, tout le monde veut être chez soi. Les personnes vont être obligées de fuir son foyer. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est une thématique qui touche à tous les peuples d'Amérique latine et de l'Afrique aujourd'hui, l'immigration, puis au Québec avec tous ces débats sur la migration et les politiques néolibérales qui sont. Moi, mon thématique, c'est la Colombie. Et la Colombie, présentement, je vous dis, on est dans une situation assez complexe par les leaders sociaux. Alors, c'est ça que je vais vous en parler, sur les leaders sociaux assassinés et sur la crise des hydroélectriques, c'est un barrage hydroélectrique qui est en train de se construire dans le département d'Antioquia en Colombie et qui est soutenu par la Caisse de dépôt et placement de Québec. Donc, sur ce sujet, j'avais préparé des diapositives, mais ça ne marche pas à faire. Alors, je vais vous raconter, je vais essayer d'être graphique avec mes paroles. Donc, il faut se mettre un peu en contexte. La Colombie, vous connaissiez, c'est un endroit super stratégique à cause qu'il y a trois mers, la mer Caraïbe, la mer Pacifique, la mer Atlantique. Donc, c'est pas mal l'entrée pour l'Amérique latine. C'est à côté le canal de Panama, donc c'est un lieu où il y a été déjà
très important pour tout ce qui est le transport international et l'économie internationale. En passant, ce qu'on apprend tout le monde, c'est qu'en Colombie, c'est la source principale de la coca qui se vend un peu partout dans le nord. Donc, c'est la première chose qu'on se fait dire quand on dit qu'on est colombien, c'est qu'on vend la coca. Non? Mais c'est ça. Mais les gens ne se questionnent pas que les cafés, c'est aussi colombien. C'est ça. Voilà. Alors, les cafés, les roses aussi sont colombiens. Quand vous donnez des fleurs le 14 février, c'est colombien, la plupart. Les 90% des fleurs qui arrivent au Québec. Donc, la Colombie a beaucoup de belles productions aussi, des autres affaires, parmi eux aussi la coca. Donc, aux années 80, aux années 50, mais je vais vous raconter des années 50, mais vous comprenez que tout le temps on était colonisé. Mais des années 50 jusqu'à maintenant, on avait déclenché une guerre intérieure en Colombie, une guerre qui opposait les guérillas, qui au début était libéral, puis après s'était transformé en communiste, et traversé par plusieurs accords de paix. Des accords de paix qui justement ils ont fait une sorte de radicaliser la guérilla ou la gauche à ce moment-là, parce que c'était toujours des accords de paix piégés qui finissaient toujours pour les massacres des militants une fois les ans. Donc c'était le cas aux années 50 de la guérilla libérale, et c'était le cas aussi après quand il y a certaines fractions de la guérilla qui se sont voulues démobiliser. Mais des années 80, dans l'Amérique latine, il commence à avoir des lois, des mesures qui permettent une certaine liberté, genre une certaine autodétermination de la part des peuples autochtones, une certaine accessibilité des droits pour les femmes, ou une certaine avancée dans ce qui est de la santé ou de l'éducation pour les peuples en général, une certaine avancée de la démocratie. Mais en même temps, c'est instauré, comme vous le savez, avec l'exemple chilien, partout dans l'Amérique latine, des politiques néolibérales qui vont commencer à faire rétrécir ou reculer tous ces supposés droits politiques qui avancent, mais qui dans la pratique, ça recule. Et donc, des années 80, il y a un accord de paix important entre les FARC, les Forces armées révolutionnaires de Colombie, et les autres guérillas, avec l'État, qui va générer une possibilité de créer un parti politique qui s'appelait l'Union patriotique. Cette partie a été créée en 1985. Et c'était la seule chose qui a resté de l'accord de paix, parce que l'accord de paix, les présidents qui étaient venus après, il n'y a pas respecté l'accord de paix en 1985. Les partis politiques, par contre, il a voulu rester. Et ils se sont alliés avec plein d'autres mouvements sociaux de gauche, parmi d'autres le Parti communiste, puis aussi des autres organisations politiques de la gauche. Ils sont rejoints au Parti de l'Union patriotique et ils se sont dissociés de la guérilla pour essayer de protéger les partis, pour être vraiment une option de pouvoir. Les résultats, c'est qu'à la fin des années 80, ils ont formé les paramilitaires, c'est des groupes armés financés par des gros propriétaires terrains, par des gros militaires aussi, et des intérêts de l'État concrets d'en finir avec la gauche, parce que ces genres de groupes, les groupes paramilitaires, ont commencé à s'attaquer à tout ce qui s'appelait la gauche. En 1991, on a un accord de paix avec la guérilla du mouvement 19 d'avril, le M19, et cet accord de paix va marquer le début de tout un grand élan de massacres, des assassinats, un à un, qui va générer les génocides de l'Union patriotique. Les partis de l'Union patriotique a compté 3000 morts. 3000 morts acceptés, parce qu'il y a des autres références qui parlent de 4000, 5000 morts. Parmi eux, il y avait 3 candidats à la présidentielle qui avaient beaucoup de chances de gagner. Donc, et ça s'est fait 1 à 1, 2, 3, 4 ici, 5 là-bas, mais ça c'était à tous les jours, durant tout le temps.
Et souvent était relié à l'acquisition du pouvoir dans les régions et la dispute pour le pouvoir dans les différentes entités publiques de l'État. Parce qu'en 91, c'est arrivé la nouvelle constituante et la constituante colombienne, ça se dit, c'est la constituante qui génère la modernité en Amérique latine. C'est la plus importante, la plus moderne, la plus démocratique. Mais tous ces droits ont été battus un à un à partir du feu. Voilà, alors, c'est ça le contexte des années 90 qui amène à un accord de paix, à une autre table de négociation en 97 avec les FARC et l'État, mais qui c'était une arnaque, tant pour un groupe que pour l'État, que pour la FARC que pour l'État. La FARC, ils pensaient qu'il allait renforcer son pouvoir pour pouvoir vraiment prendre le pouvoir de l'État, tandis que le gouvernement a accordé avec les États-Unis les plans Colombie. Un plan pour supposément attaquer le narcotrafic en Colombie, mais qui c'était clairement un plan pour attaquer et pour renforcer la massacre des paysans. Il y avait un plan qui s'était créé, ça c'est des années 80, qui c'était les guérillas. L'idée de la guérilla c'était d'être comme les poissons dans l'eau. Ça veut dire que si tu étais dans son village, tu n'étais pas perceptible parce que tu étais comme les poissons dans l'eau. Tandis que quand il arrive, le plan des Américains c'est d'enlever l'eau aux poissons. Alors ils se sont attaqués aux populations qui supportaient les guérillas. Et petit à petit, les populations ont eu des massacres incroyables, de 100, 200, 300 personnes dans des régions où il y avait la présence de la guérilla, des populations qui étaient démunies, qui n'avaient rien à voir avec le conflit. Petit à petit, les gens ils ont pris les discours dominants contre la guérilla, comme si le narcotrafic était le seul problème qui identifiait la guérilla, et en oubliant tous les autres problèmes, la manque de terres, l'impossibilité de vendre leurs produits, la présence des multinationales, la pollution, etc. Donc, c'était passé jusqu'aux années 90. Aux années 90, avec cet accord de paix qui n'a pas abouti à rien, et ça s'est fini en échec, et ça arrive encore une triste histoire, une triste période pour la Colombie, c'est la période d'Alvaro Uribe. Tout le monde connaît que c'est un dictateur qui a duré 8 ans en Colombie, mais qui a semé la mort et la peur partout. La première opération, c'est une opération qu'il fait dans son quartier populaire à Medellín, qui c'est une des villes les plus importantes en Colombie. Il est fait dans son quartier populaire pour aller combattre la milice de gauche, mais il s'allie avec les paramilitaires, avec toutes les forces armées de la Colombie, puis ils vont assassiner à n'importe qui assemble la tête par rapport. Donc il y a plein de morts, et ça c'était quelque chose qui a été essayé de cacher durant des années. C'est maintenant qu'ils sont en train d'essayer de faire voir toutes ces obscurités de ce gouvernement. Mais après l'accord de paix qui a réussi, l'antérieur président libéral, Juan Manuel Santos, ils ont réussi un accord de paix en 2016, qui a été signé et qui a permis que la guérilla de la FARC, la plus ancienne des années 1953, et aujourd'hui, ils ont lâché les armes et ils ont pacté un accord qui permettait de traverser à la vie civile à partir des mesures spécifiques comme la justice, comme l'entrepreneuriat, etc. Des éléments comme ça. Mais ce qui va à l'encontre de tout ça, c'est que l'extrême droite, donc la file d'Alvaro Uribe, il est retourné au pouvoir. Et on est dans une crise majeure aujourd'hui. Aujourd'hui, on compte 458 leaders sociaux assassinés depuis la signature de l'accord de paix en novembre 2016. Donc si vous comptez jour par jour, c'est à peu près 2 leaders sociaux à tous les 3 jours qui sont assassinés.
Qui c'est ces gens, ces personnes-là? Ce sont des paysans, des leaders communautaires qui habitent dans des régions où l'extractivisme ou le pouvoir est en danger de les perdre par l'extrême droite. Tu vois? Et il y a des endroits où ce sont des communautés organisées, des petites communautés ou des grandes communautés. Il y a des assassinats à tous les jours. Il y a 3 jours, il y a eu un massacre de 8 autochtones qui sont maintenant en revendication de leur territoire et qui ont paralysé la route panaméricaine, qui c'est la route qui conduit à l'Équateur. Ils ont paralysé ça, puis dans cette dynamique-là, ils ont assassiné 8 autochtones. Qui c'est les responsables? Tout le monde dit que les responsables, ils se présentent comme les aigles noirs. Mais les analystes ont montré que les aigles noirs n'existent pas. Aux années 2010 et avant, c'était les paramilitaires ont fait un accord de paix. Mais cet accord de paix s'était transformé d'une organisation paramilitaire au niveau national en une espèce de structure de business, de négociation, de crimes. Donc aujourd'hui, tu arrives dans son bureau, comme n'importe quel bureau, et tu achètes la mort, la massacre, l'assassinat, la séquestration, les déplacements forcés d'une population. C'est aussi comme ça. Alors, c'est ça qui s'était transformé. C'est un pouvoir qui existe, qui contrôle grande partie du pays, tant au niveau urbain que rural. Et aussi là sont mis les cartels du Mexique, les cartels de Sinaloa, et les Rastrojos, notre groupe narcotrafiquant. Il y a plein d'autres groupes qui sont en train de confronter le pouvoir parce que l'État n'a pas fait ça. L'État, la seule chose qu'est en train de faire l'État après l'accord de paix, c'est assurer l'investissement étranger. Et à ce moment-là, tous les miniers canadiens, après l'accord de libre-échange signé en 2011, sont protégés. Pour ça que le gouvernement canadien est bien allié du gouvernement colombien dans ses envies impériales et tout, parce que la Colombie protège les investissements étrangers canadiens notamment. Donc, excusez-moi, je vais... Est-ce que ça marche pas? Ça marche pas bien. Il reste là. Je vais montrer. Ça y est, voilà. Il reste combien? Voilà. Donc, pour passer rapidement, parmi les victimes, on trouve que c'est 16 afrodescendants, 30 leaders paysans environnementaux, qui c'est aussi un autre problème grave. Les leaders sociaux et les défenseurs des droits humains, c'est 90. Et les leaders étudiants, c'est 4. Les leaders autochtones, c'est 34. Les LGBTI, les communautés des sections diverses aussi. Il y a aussi des assassinats comme ça. Des leaders sociaux, il manque des communicateurs, etc. Et il y a une carte intéressante que si vous allez le trouver sur Internet, qui montre que dans tous l'assassinat des militants et d'activistes en Amérique latine, la Colombie, c'est celle qui a le plus grand nombre des activistes assassinés depuis l'assassinat de Berta Cáceres, il y a 3 ans. Donc, c'est le Mexique et la Colombie, les 2 pays les plus attaqués, en étant la Colombie les premiers. Et la Colombie aussi, c'est le 3e pays avec les plus grands taux d'impunité, après le Mexique et les Philippines. Donc, des 458 crimes des leaders sociaux, seulement 30 ont été éclaircis. Les restes, ils disent toujours qu'ils sont en recherche, en investigation, mais il n'y a aucun développement des cas des assassinats des leaders sociaux. Après, il y a les zones en conflit les plus importantes sont là où est-ce qu'il y a de l'or, où est-ce qu'il y a des coltans, où est-ce qu'il y a de l'eau, et là où est-ce qu'ils sont les passages pour le narcotrafic, donc la frontière avec le Venezuela, le Catatumbo, les Nariño, où est-ce qu'il y a des sorties de narcotrafic pour la mer,
et honneur dans les Chocó. Aussi, un autre élément, c'est que la grande violence se présente où est-ce qu'il y a des communautés organisées, des communautés qui revendiquent leurs droits territoriaux, autochtones, les droits afrodescendants. C'est un autre élément assez important. Pour arriver à Hidroituango. Hidroituango, il faut dire, des problèmes environnementaux en Colombie, le principal, c'est la pollution de l'eau. L'eau s'est polluée complètement, tout, parce qu'il y a la minerie légale et il y a la minerie illégale qui nourrit évidemment la minerie légale, non? Parce que c'est comme ça que ça fonctionne l'économie. Et la minerie illégale utilise beaucoup de mercure et plein d'éléments polluants qui vont directement à la rivière. Et ça, il n'y a personne qui les contrôle. Ça, c'est contrôlé par les groupes armés privés, par les milices privées qui sont envoyées, puis l'État, il ne combat pas ça. C'est les autochtones, dans leur territoire, qui combattent les minières illégaux. Mais sinon, l'État, il s'en fout. L'eau. Hidroituango, c'est un barrage hydroélectrique qui s'était créé, ça a été rêvé il y a 40 ans. Mais en 2010, il y a eu l'approbation. Je ne sais pas si vous connaissez l'affaire Odebrecht. Odebrecht, c'était l'affaire de la corruption en Amérique latine qui a touché tous les pays, Brésil, etc., tous les pays, mais qui a été clairement, disons, dirigé à détruire politiquement aussi certains pays. Mais en Colombie, Odebrecht n'a pas tellement été jugé jusqu'à maintenant. Et un de ses alliés qui s'appelle Camargo Correa, c'est celui qui est à charge de la construction du projet d'Hidroituango. Hidroituango, c'est l'hydroélectrique la plus grande de toute l'Amérique latine. C'est immense et ils ont arrêté une rivière au complet. C'est la 3e rivière la plus importante de Colombie. Et je vous dis, c'est immense. C'est immense cette rivière-là. Et les projets qui, au début, ils coûtaient, disons, 10 000 millions de dollars, je ne sais pas les noms. Maintenant, c'était rendu le double. Il n'y a personne qui ne dit rien. Et est en train d'exploser. À n'importe quel moment, ça peut exploser. Il peut y avoir 1800 personnes qui sont dans la rivière qui pourraient être affectées, tant à sa vie, que son économie, que son stabilité. Ouais. Qui va pouvoir faire pour sauver 1800 personnes d'un coup si la barrage explose? C'est vraiment une crise assez incroyable. On est dans une situation limite. Il y a une organisation qui s'appelle Rios Vivos qui défend la population de la rivière. Il y a 3 éléments importants qui sont critiques dans cette situation. La Caisse de dépôt et placement, ils disent qu'ils financent l'Hidroituango parce qu'Hidroituango, c'est une façon de générer de l'énergie propre, de l'hydroélectricité. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Derrière, il y a au moins entre 300 et 600 personnes assassinées dans plusieurs massacres dans toute la région pour instaurer les projets qui ont été passés durant les années 90 et qu'aujourd'hui, les victimes et les familières, ils cherchent à voir la vérité sur qu'est-ce qui s'était passé avec leurs familles qui ont été massacrées et envoyées dans la rivière Cauca. Ils cherchent à qu'on puisse extraire le corps et savoir la vérité de ce qui s'était passé. Ça n'était pas jamais pris en compte par la Caisse de dépôt et placement qui disent que c'est un libertinat responsable. Avec l'accord de paix, il y a un tribunal qui s'appelle le tribunal de justice et paix qui cherchait à voir la vérité. Et l'extrême droite en Colombie est en train d'attaquer ce tribunal qui c'est à la fois une façon d'attaquer le fait qu'il y a une vérité par rapport à ces crimes contre l'humanité, contre les paysans. Le projet d'Hidroituango, c'est la preuve la plus marquante de tout ce qui se passe en Colombie aujourd'hui. Seulement cette année, à Hidroituango, il ont été assassinés 7 leaders, seulement dans son région. Donc, c'est des leaders qui défendent qu'il y ait la restitution pour les gens
que l'État s'en charge vraiment de répondre pour que les projets n'aillent pas à déborder et à donner des conséquences aux populations. Puis il y a un autre élément, c'est qu'ils ont pris des décisions assez difficiles, disons la compagnie, et donc ils ont séché complètement la rivière, et donc l'économie des paysans est complètement détruite. Ce sont des éléments concrets qui ont dit, c'est quoi alors l'intentionnalité, quand on parle de projet environnemental, qu'est-ce qu'il y a là? Voilà, c'est ça la preuve. Et c'est ça qui se passe en Colombie aujourd'hui. Il y en a beaucoup de sources, il y en a beaucoup de choses à parler. On est dans une urgence incroyable. Et si vous voulez en savoir davantage, vous pouvez me demander. Merci. Excusez-moi. C'était très bien. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Buenas tardes a todas y a todos. Que yo me voy a presentar después de esta magnífica presentación. En français. Bueno, no, attends, je parle así. Que le voy a presentar después de haber escuchado a Elisabeth Desgrange y a Mario. Qu'est-ce que je vais vous présenter après avoir entendu Elisabeth et puis Mario. Nous allons présenter vraiment des choses très concrètes, très bien dites et en même temps qui sont enracinées dans la réalité. Moi, ce que je veux faire avec vous, c'est aller sortir des faits, sortir des choses factuelles, essayer de se donner un cadre de référence pour mieux comprendre tout ce qui se passe. Alors, vous savez très bien qu'on a inondé des informations avec des demi-vérités et des grands mensonges par les médias. Alors, comment comprendre la situation en Colombie, en Amérique centrale, le reste de l'Amérique, au Venezuela? Donc, soit clair, moi je ne parlerai pas des choses concrètes du Venezuela. Ce que je vais vous présenter, c'est surtout, que je remarque ici, je vais approcher un petit peu pour que... Parce qu'il était supposé d'avoir la présentation avec un PowerPoint. Mais on va le présenter avec un Power Panel. Je vais pas accrocher personne. Est-ce que vous voyez un peu, au moins ça vous permet d'avoir une idée. Est-ce que je peux... Je suis hyperactif, comme vous pouvez voir. Okay. Donc, Venezuela, au-delà des faits, quels sont les enjeux stratégiques? Les enjeux stratégiques, c'est ça qui compte fondamentalement. Pour savoir, il faut comprendre, donc c'est l'introduction, les enjeux fondamentaux, global actuellement, et l'enjeu américain, les contextes actuels, les visages vénézuéliens du monroïsme. C'est très rapidement ce que je vais essayer de vous présenter. Bon, alors, pourquoi faire cet exercice-là? Il est fondamental de replacer les faits qui vont dans tous les sens, mais surtout dans le sens de la désinformation. Alors, pour comprendre ces faits-là, en même temps, et pour placer la solidarité dans ces enjeux stratégiques. Et pourquoi ça? De sorte que nos actions solidaires soient efficaces. De sorte que nos actions, qui beaucoup de fois disent je vais être solidaire envers tel peuple, soient en même temps une solidarité réciproque. Parce que les gros défis que nous avons actuellement ne seront pas résolus seulement par des actions isolées, mais par des actions coordonnées qui visent à bâtir un autre monde sur la base de la justice, l'inclusion. Alors, on a passé l'introduction. C'est quoi l'enjeu fondamental? Alors là, en ce moment, partout un peu, étant donné qu'on connaît tous ce qu'on appelle la globalisation néolibérale, et nous amène des défis énormes. Cette globalisation néolibérale met en péril pas seulement nos économies, mais en même temps nos cultures, nos identités, nos organisations sociales et politiques, diminue et détériore les jeux démocratiques à l'intérieur de chaque pays, même ici, mais les mouvements sociaux, quand dans une situation difficile pour manifester, on criminalise
les actions sociales, les manifestations qui sont nos droits fondamentaux, alors il y a une détérioration d'un côté de l'indépendance parce qu'il y a des grandes puissances qui influencent ou des grandes transnationales. Les transnationales sont en train de prendre la place à l'intérieur même de ces gouvernements un peu démocratiques pour influencer leur politique. Si ce n'est pas le cas, comment est-ce qu'on comprend qu'aujourd'hui, après presque 40 ans de néolibéralisme, il y a 1% qui a plus de religieux que tout le reste de l'humanité. Ce n'est pas parce qu'ils favorisent les citoyens et les citoyennes, c'est parce qu'ils favorisent les transnationales principalement. Donc, indépendance et démocratie sont centrales. Mais bien, face à quoi ce qui vient, c'est quoi? C'est la domination des puissances économiques des pays puissants et l'oppression à l'intérieur. Alors, je vais passer après la bande, de sorte que puisse être plus clair ce que je vais vous présenter. Ah. On sait tous que, à ce moment-ci, ce qu'on appelle le néolibéralisme est l'expression d'un capitalisme développé, très développé, qui a la primauté partout et qui vient en fait de tout ce qui se manifeste au niveau national, au niveau social. Cette domination externe a besoin d'une oppression interne. Ce que vient de nous dire Mario, par exemple, ou ce qui se passe dans tous les pays d'Amérique latine, y compris dans les pays appelés aujourd'hui démocratiques, voyez-vous ce qui se passe en France avec les Gilets jaunes, par exemple. Une répression féroce. C'est de plus en plus l'État contre le peuple. De plus en plus l'État contre leurs propres citoyens et citoyennes. C'est ça qui se passe. C'est de ça que je parle quand je parle de domination et l'oppression. Domination et oppression interne à cause de cette force et de domination extérieure. Ça, c'est au niveau général. Au début du développement du capitalisme qui est né concrètement avec la conquête de la découverte de la conquête de notre continent, 15e siècle, jusqu'au 19e siècle, s'est développé donc ce qu'on appelle le capitalisme. À cette époque-là, pour dominer les autres pays, qu'est-ce qu'on faisait? On a instauré ce qu'on appelle le colonialisme. Ça, on le sait tous. Mais c'est quoi qui caractérise le colonialisme? C'est qu'il y a besoin d'une présence politique visible dans ces pays-là. C'est ça qu'on a vécu en Amérique, avec la présence de la domination espagnole, jusqu'à ce qu'on fasse notre indépendance. La même chose en Afrique, en Asie, etc. Mais aujourd'hui, avec ce capitalisme, et particulièrement avec cette globalisation néolibérale, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus besoin de mettre leur laquais dans nos pays. Il leur suffit leurs complices nationaux, qui sont, disons, nos compatriotes, la classe aisée, les riches, la bourgeoisie, l'oligarchie de nos pays. Et ils autres font le travail, ce qu'ils faisaient avant les colonisateurs. Et ça change la chose, parce que ça devient moins visible. En même temps, c'est une sorte de sous-traitance de l'oppression et de la domination. C'est très à la mode de la sous-traitance. C'est un peu ça qui arrive aujourd'hui. Et je vais vous lire juste un élément quand on dit que comment le jeu du libre marché, la fameuse main invisible du marché, un mythe qui n'existait pas, on le sait bien, est enchaîné, si on veut, il est coordonné avec un point. J'ai oublié ce qu'a dit un éditorialiste du New York Times par rapport à ça. Textuellement, et je cite, « La main invisible du marché ne fonctionnera jamais sans un point caché. McDonald's ne peut être prospère sans McDonnell Douglas, le constructeur de l'avion F-15, c'était
en 1999 qui a dit ça. Et le point caché qui garantit un monde sûr pour les technologies de la Silicon Valley, ce point s'appelle comment? Ce point s'appelle l'armée des États-Unis. Ça dit Thomas Jefferson, il a écrit dans une éditoriale le 28 mars 1999, donc dans le New York Times. Ça nous donne une idée comment marché et armée et libre commerce et guerre fonctionnent ensemble. C'est le visage de la même chose, et cette chose s'appelle la domination du monde. Maintenant, étant donné qu'on est en Amérique, quel est l'enjeu américain? Qu'est-ce qui est de particulier pour l'Amérique? Et là, on a des choses tellement intéressantes. Tout le monde connaît la fameuse doctrine Monroe, du président James Monroe. Ce monsieur, qu'est-ce qu'il a dit? À un moment donné, en décembre 1823, il a dit l'Amérique pour les Américains. Et puis il a dit d'autres choses. En simplifiant, c'est ça l'essentiel. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il y avait un très gros défi pour eux, nouvellement un pays nouveau, indépendant, et le reste des Amériques qui avaient reconnu les États-Unis en bonne partie sauf l'Haïti. Et il y avait le danger de la fameuse Sainte Alliance. Vous vous rappelez la Sainte Alliance? C'est l'alliance réactionnaire des monarchistes qui voulaient et qui ont réussi à imposer la monarchie en Europe en bonne partie, qui était le premier leader de ça, c'était l'Empire russe, autrichien et les royaumes prussiens, auxquels ils sont ajoutés en 1815 jusqu'à 1825, se sont ajoutés l'Angleterre et aussi la France. Imaginez alors cette puissance-là qui avait comme objectif de restaurer les monarchies non seulement en Europe, mais aussi en Amérique. Et voilà que, bien sûr, Monroe n'était pas faux. Il disait, en instant, l'Amérique, c'est pour les Américains. Mais à ce moment-là, cette phrase-là voulait dire un peu l'Amérique pour tous les Américains, mais en arrêt, il y avait déjà cette vision impériale pour dominer le reste. Alors, comment ça s'est complémenté? Donc, 1823. En 1845, face à ça, il y a le bolivarisme. Dès le début, nous, on sait que la lutte, l'indépendance, on l'a fait ensemble en Amérique. C'était la seule façon de réussir à se débarrasser d'un empire aussi puissant que l'empire espagnol. Et derrière le bolivarisme, il y avait bien sûr plusieurs choses. Il y a des écrits extraordinaires, des plans depuis le début du 19e siècle, dans lesquels on parlait d'une Amérique unie. Mais une Amérique unie sur la base de quoi? Sur la base du respect mutuel, sur la base de l'égalité, et pas dans une vision hégémonique. Une différence fondamentale avec les monroïstes. Donc, dès le début, on est dans une confrontation entre cette vision impériale du monroïsme et le bolivarisme. Dès le début. Ce qui nous permet de comprendre beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. On est toujours dans ce même niveau-là. Mais il y a des choses qui ont changé, on va essayer de voir rapidement. Au bolivarisme est devenu s'ajouter quoi? Les fameux, là il n'apparaît pas, mais parce que c'est juste le schéma, il est apparu les fameux destins manifestes. Beaucoup de gens ont sûrement entendu parler du destin manifeste. Quel diable c'est le destin manifeste? C'est tout simplement une vision idéologique qui disait à peu près ceci: la divine providence a mandaté les États-Unis d'Amérique à guider et à contrôler le reste du continent pour leur bien. Ok? Alors, ça vient compléter le monroïsme. Entre les deux, ce sont la base, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, mais il y a des gens qui ne veulent pas parler, qui ne veulent pas parler, mais ça existe plus que jamais aujourd'hui, ce qu'on appelle l'impérialisme américain. Ce n'est pas une invention, c'est une réalité brutale, malheureusement. Maintenant, aujourd'hui, dans notre contexte, quel est ce contexte-là? On parle tout le temps de la globalisation néolibérale ou transnationale. On parle un peu aussi de l'autre monde possible. Mais cet autre monde possible, c'est la mondialisation inclusive.
c'est la mondialisation des mondes qui inclut tous les mondes et qui en même temps est une mondialisation en harmonie avec la nature parce que nous on commence à comprendre qu'on ne peut pas se détacher de la nature et encore moins la détruire. Alors c'est une vision totalement différente de la globalisation néolibérale. Ça c'est le contexte général pour comprendre. Mais maintenant pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que le mondialisme et le fameux manifeste de Stein Manifeste, le mondialisme qui était destiné pour le continent américain, aujourd'hui est global. Aujourd'hui est global. Et ces mondialismes et les destins manifestes sont incarnés dans ce qui est aujourd'hui cette Titanic globale. C'est-à-dire un modèle, je l'appelle Titanic global, parce que c'est un modèle qui est en train déjà de couler et que si on ne sort pas de ce modèle-là, on va couler avec, n'a aucun avenir. Il y a beaucoup de calculs, même il y a, peut-être vous avez déjà vu, il y a maintenant des spécialistes qui s'appellent une sorte comme, à peu près ceci, catastrophologues. Hein? Ce n'est pas d'anthropologues, c'est des catastrophologues, c'est-à-dire catastrophologues. Pour les cas de catastrophe, c'est-à-dire, ce qu'ils disent, non, il n'y a rien à faire. On est déjà totalement les pieds dans une catastrophe qui est tout simplement en train de se dérouler. Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'apprendre à vivre dans cette catastrophe et ces chaos-là. Plus d'espoir, presque. Alors, la mondialisation de l'autre côté, inclusive. Cette contradiction est globale. Mais ce qui en même temps, aujourd'hui, est mis de l'avant, c'est ce mondialisme global, hein? C'est-à-dire le monde pour les Amériques. Mais ce n'est même plus pour les Américains, c'est pour les transnationales. C'est ça les grandeurs aussi. Pensez-vous que ce sont les Américains ou les Français ou les 20 pays qui sont dans l'économie européenne qui bénéficient de ça? Non. Ce sont les élites. Alors, dans cette situation-là, il faut réaliser que nos actions solidaires, il faut qu'elles soient renforcées, repositionnées, de sorte qu'on soit efficace. Parce que moi, il y a une chose que je ne veux pas faire, c'est faire des choses qui ne donnent pas de résultats. Et je pense que vous ne voulez pas vous engager dans des choses qui sont perdues à l'avance. Mais nous devons continuer à travailler dans ce projet de solidarité locale et globale, mais qui a les possibilités réelles de pouvoir pas gagner dans ce sens de compétition, mais départir ce monde diable est possible. Et je finis avec ce visage vénézuélien, je finis avec ça. Je finis le visage vénézuélien du mondialisme. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a une opposition démocratique, il y a un gouvernement dictatorial. C'est ça qu'on nous présente. Un méchant qui s'appelle Maduro, mais qui a la posture, ce monsieur-là, il résiste. Est-ce qu'il est sale? Évidemment pas. Et puis les bons, ils ont presque des petits gènes, une horreur ici, l'opposition du Venezuela. Donc c'est très bien. D'où est-ce que viennent ces gens-là? Je veux juste vous dire qui sont ces gens-là. L'ADQ, l'Action démocratique du parti, qui est là, qui était de gauche au début. Les COPEC, c'est un autre parti aussi du centre au début. Et aujourd'hui est apparu Voluntat Populaire et Justicia Primero. Ces deux derniers sont beaucoup plus violents, sont beaucoup plus de droite, extrême droite même. Mais tous les cas se présentent comme des démocratiques et des grands défenseurs, des gardiens de la démocratie, de la justice sociale, etc. Mais quand on sait que ces mêmes partis, sauf les deux derniers, ont gouverné le Venezuela pendant 40 ans à tour de rôle, mais qui, comme résultat, a eu qu'en 1999, il est sorti des données dans les nationales. Moi, le national est un journal d'ultra-droite. C'est le premier que je lis tous les jours quand je m'avais me renseigner. Il faut connaître. Et puis, ça, après l'universal, notre droite un petit peu moins à droite. Le national, c'est vraiment, on peut l'appeler facilement le nazinal. Non, vraiment de droite.
Il déforme les choses, c'est incroyable. Dans ce journal-là, qu'est-ce qui est apparu en 1999? C'est 86% des Vénézuéliens sont sur le niveau de pauvreté. Et 25% des enfants sont très mal nourris. Oubliez les hôpitaux, oubliez l'accès à l'université, oubliez l'alphabétisation, tout ça. C'est du luxe. Juste pour vous donner une idée. Ces mêmes gens, en plus, en 89, ces mêmes gens qui ont tué, massacré plus de 3000 personnes dans les fameux Caracasso à cause de la misère qu'ils ne pouvaient pas supporter. Mais ces gens-là sont eux qui aujourd'hui se présentent comme les grands défenseurs de la démocratie, de la justice sociale, du bonheur pour les Vénézuéliens. Personnellement, je ne les crois pas. En finissant, donc, c'est qu'on peut dire, aujourd'hui, nous avons une stratégie qu'on peut l'appeler du mondialisme global, de la domination globale, mais qui a des objectifs spécifiques pour l'Amérique, qui est celui de refaire de l'Amérique leur cours arrière, de sorte qu'ils puissent avoir un réservoir de richesses et de matières premières et en même temps un espace vital géopolitique pour se défendre de qui? De ses propres amis européens, parce qu'on sait tous que l'Empire américain est en déclin. Alors il leur fait absolument, c'est nécessaire absolument pour eux d'avoir un arrière-garde, et cet arrière-garde c'est l'Amérique. Ils vont faire tout pour nous dominer. Donc, notre action solidaire doit se refaire sur la base d'une vision claire qu'ensemble, seulement ensemble, qu'on peut faire des choses efficaces dans cette action solidaire. Merci beaucoup. Buenas tardes. Bueno, si pueden retomar su asiento, que vamos a empezar. A mí me ha tocado hablar sobre Monseñor Romero, me pusieron esta tarea. Se gana hablar espagnol, pero no puedo. Bon, alors, dans le fond, oui, j'ai étudié longtemps Monseigneur Romero, avec les homélies, avec mes études en théologie, puis sur la théologie de la libération, évidemment. Par rapport à ce qui se passe au Venezuela, ça m'a... c'est toute la désinformation, puis la non-information par rapport au Honduras, au coup d'État, à la fraude électorale qu'il y a eu l'année dernière, où on a débranché l'ordinateur central pendant le décomptage de l'élection et qu'on l'a rebranché 24 heures après et que l'ordinateur avait changé d'opinion pendant ces 24 heures-là et que le gouvernement du Canada reconnaît ces gouvernements-là usurpateurs, puis on voit la population qui est obligée de sacrer son camp tellement que c'est rendu un régime mafieux où la mafia et les autorités et l'oligarchie et la police, l'armée et le système international dansent tous ensemble dans une joyeuse farandole. Et les médias internationaux répètent aussi ces mensonges-là et il n'y a plus d'analyse terrain. On voit nos journalistes, quand il y en a, parce qu'ils ont tellement coupé à Radio-Canada qu'il n'y en a plus, au niveau international, puis qui débarquent à Rio de Janeiro avant le deuxième tour de scrutin qui va élire Bolsonaro. Puis notre grand journaliste de Radio-Canada, Jean-Michel Leprince, est chez le meilleur ami de Bolsonaro pour nous dire que c'est un sacré bon gars. Puis moi, je lis aussi au niveau en anglais, en espagnol, El País à Madrid, El Mercurio à Santiago, Guardian à Londres, New York Times, j'ai pas le temps de lire ça, mais en tout cas, ça se répercute tout le temps. Le Monde en France aussi, qui n'est pas le monde diplomatique. Alors on voit que c'est le même message, hein? Puis en écoutant des sources alternatives sur YouTube, aux États-Unis, entre autres, on s'aperçoit que y a des ligues éditoriales qui ont été données. En plus que la précarité d'emploi, les endettements, les gens, ils sortent de l'université avec 80 000 $ de dette, alors ils sont prêts à ramper pour travailler dans un journal, puis ils vont écrire ce que les médias leur disent de dire. Entre autres, quelqu'un rapportait que, justement, dans les journaux comme le New York Times, il fallait écrire, à chaque fois qu'il écrivait un article sur Maduro, c'était bien précisé, il fallait qu'il mette le mot dictateur avant Maduro.
Puis à Radio-Canada, ça se répercute, ils lisent ça, puis pas d'esprit critique, ils nous renvoient ça. Là, c'était Fidel Castro, le dictateur, j'ai entendu à Radio-Canada. Alors, ce que je cherche, je pense pas que Fidel Castro, c'était un dictateur. Alors, du moins, de ce que j'en sais. Alors, pour revenir au Salvador, je me suis dit, ouais, bon, qu'est-ce qui se passe? Puis là, avec tout ce que j'entends, ce que je lis, c'est beaucoup la narrative, hein? La narrative, ça, c'est ça, ou la trame narrative en français, narrative in English, mais c'est la même affaire. C'est l'hégémonie. Donc, qui va gagner la bataille de l'opinion publique avec les grands médias mainstream? Puis ça se répète, c'est vraiment comme Big Brother, c'est la même pensée, comme quoi il faut bombarder l'Irak, il faut bombarder la Libye, il faut envahir la Syrie. Puis là, pourquoi pas une guerre avec l'Iran ou le Venezuela, hein, une guerre attend pas l'autre, pour aller leur apporter la sainte parole de la démocratie. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce que Romero a à dire là-dedans, dans toutes ces affaires-là? Je dis, Monseigneur Romero, dans le fond, il est d'actualité en tabarnouche, parce que lui, il s'est battu contre un régime fascisme. Il s'est battu il a pris la parole pour défendre la dignité humaine, les droits humains, la justice sociale, la liberté d'expression. Puis, ça donne que le fascisme est en mode. Fait que Monseigneur Romero est d'autant plus d'actualité. Puis en plus, ça déborde le Salvador. Maintenant, Monseigneur Romero, il est bon pour partout. Tu peux l'appliquer partout parce que les régimes fascistes, ça pousse comme de la mauvaise herbe. Il y en a même aux États-Unis, par exemple. Dieu nous préserve. Alors, ce que j'ai compris, c'est que dans l'histoire de Monseigneur Romero, il y a 4 trames narratives que j'ai identifiées. On pourrait en avoir 5, 6, 7, 10, mais j'ai décidé ces 4-là parce que ça avançait mon propos. La première trame narrative, puis là j'ai amené ma Bible latino-américaine, qui est quand même un livre très subversif. Au Salvador, le monde se faisait tuer s'il y avait ça. Hein? Pourquoi? C'est Rutilio Grande, le premier jésuite, le premier prêtre assassiné dans le martyriologue du Salvador. Lui, il a parti des communautés de base en 1973-1972 dans la campagne du El Salvador, dans la région d'Aguilares. Parce que les gens étaient croyants, comme la plupart des Latino-Américains, mais leur foi, c'était une foi de, au ciel, ça va aller bien. Si t'es pauvre, puis ça va mal, c'est la volonté de Dieu. Puis au ciel, tu vas avoir ta récompense, fait qu'endure, puis t'as rien à dire. Alors, avec le Concile Vatican II, Medellín, puis l'idée des communautés ecclésiales de base, c'est que les gens s'approprient la parole de Dieu, qui échangent autour de la parole de Dieu, puis qui prennent conscience de c'est quoi l'histoire, puis qu'est-ce qui est en jeu dans l'histoire finalement. Puis que ce qu'il y a là-dedans, c'est un projet de construire l'histoire pour une nation, mais c'est un projet qui peut être bon pour toutes les nations, à partir du moment que le monde s'équipe en petits groupes, qui se partagent la parole de Dieu, puis qui trouvent des sources d'espoir. Évidemment, ils choisissent les passages où on parle plus de libération et d'oppression, où on découvre que c'est un Dieu de justice qui fait le pari des pauvres, lui. Il fait pas le pari des grands, c'est pas le Dieu des pharaons, c'est pas le Dieu des rois, c'est pas le Dieu des multinationales, c'est pas le Dieu de George Bush non plus. Alors, les gens, ils lisent ça, puis là, ils découvrent ils retrouvent l'espoir, ils découvrent leur dignité humaine. Alors, on n'est pas des chiens, on s'est tout le temps fait dire qu'on était des chiens, comment ça qu'on n'est pas des chiens? Puis là, non, mais on est un être humain, on est des fils de Dieu, hey, attention. Puis là, ils se mettent à avoir des idées à part ça. Ils apprennent à lire en même temps, ils apprennent à parler, parce que c'est des gens qui se taisaient, ils subissaient, là, ils apprennent à parler, puis à être écoutés, puis à s'écouter les uns les autres, donc ils se valorisent énormément les uns les autres. Puis là, ils vont commencer à prendre conscience de leurs droits. Puis ils vont créer des coopératives, des associations paysannes, des associations ouvrières, des syndicats. Puis souvent, c'est des gens qui étaient analphabètes 2 ans avant, là, puis ils deviennent leaders, en toute humilité. Hein. Puis ça, c'est la parole, ça, c'est la première trame narrative. C'est Rutilio Grande qui l'enclenche. Puis c'est un grand phénomène au Salvador. C'est tout de suite, ça pogne. Hein. Les communautés de base, ça se répand comme un feu de broussailles. Alors, la deuxième trame narrative, c'est celle que l'armée et l'oligarchie vont donner au peuple. C'est celle des escadrons de la mort, des massacres et des tueries. Puis, on va attaquer les communautés ecclésiales de base et on va assassiner Rutilio Grande, entre autres. Mais on va assassiner systématiquement les gens qui participent aux communautés ecclésiales de base ou aux syndicats ou aux associations étudiantes ou aux partis politiques. Ça, c'est la deuxième trame narrative. Donc, l'horreur
mort, le meurtre, l'assassinat, le sang, c'est une trame, c'est un vecteur de communication. Il y a un message qui est envoyé là-dedans. Le message, c'est un message de terreur, c'est fermez vos gueules, écrasez-vous, on ne veut pas vous sortir de votre torpeur, restez où vous êtes. Là, le peuple n'en peut plus, là, regarder les enfants mourir de faim, c'est pas trippant, fait qu'ils disent tant qu'à faire, on va mourir de bout. Alors, la troisième trame narrative, c'est les médias. Mais là, j'ai découvert que dans ce temps-là, 35% de la population ne sait pas lire, donc elle ne jette pas les journaux, les pauvres, c'est plus pour la classe moyenne et la classe aisée. C'est les médias d'information. Il faut dire aussi que si un journaliste se risquait à dire la vérité sur ce qui se passait, c'est-à-dire que quand les militaires assassinaient quelqu'un qui était impliqué socialement, un leader social, comme nous parlait Mario, ben on y mettait un fusil dans les mains, on prenait une photo, on mettait ça dans le journal, on a tué un terroriste. Alors, tout le monde était devenu terroriste à l'époque, ou communiste. Au communiste, ça c'était bon. Si ton voisin, il coupait pas son gazon, t'avais juste à appeler la police, dire il est communiste, puis il disparaissait. Donc, ça c'est la troisième trame, c'est celle des médias, qui met en scène, soit parce qu'elle est forcée de le faire, parce que si elle contredit les escalons de la mort et le gouvernement, l'État qui est militaire, ben c'est les journalistes qui se font tuer, ou il y a des bombes dans les journaux. La télé aussi. La télé, les pauvres, ils en ont pas, ils n'ont même pas l'électricité, fait que la télé, c'est pour les classes supérieures, et la radio aussi. Ça, c'est le troisième niveau narratif, c'est l'interprétation de l'horreur qui vient suite à l'organisation populaire. Puis, cette trame narrative-là qui m'affecte aussi présentement dans les médias, comme par rapport au Venezuela ou à la Colombie, qu'on n'en parle pas, mais c'est bien horrible ce qui se passe au Venezuela, mais ils ne nous parlent jamais de ce qui se passe en Colombie ou au Brésil, au Guatemala, au Honduras, au Mexique. Bref. Donc, cette troisième trame narrative-là, elle est répercutée aussi au niveau international, par les grands médias. C'est pas juste les médias internes au Salvador. Quand Monseigneur Romero est assassiné, les grands médias internationaux américains ont dit que c'était la gauche qui avait assassiné Monseigneur Romero. Quand les 6 jésuites à la Oka ont été assassinés, on a dit que c'était encore là sûrement le FMLN qui avait fait ça. T'sais. Donc, ça n'a aucun rapport, on le sait. C'est le bataillon Atlacalt qui avait été formé à l'École des Amériques, puis qui revenait d'un stage aux États-Unis où on apprenait les rudiments élémentaires de la torture. Ensuite, avec la crise au Venezuela, ils nous ont exhumé quelqu'un qu'on pensait mort et enterré depuis des siècles, comme quoi ils vivent longtemps, ces horreurs-là. Elliot Abraham, qui a réussi à coaliser beaucoup de secteurs aux États-Unis présentement, a été nommé par M. Donald Trump comme le principal conseiller pour la redémocratisation du Venezuela. Ce monsieur-là, dans les années 80, occupait le poste pour l'Amérique centrale responsable pour le département d'État des droits humains en Amérique centrale. Puis en même temps, c'est lui qui dirigeait les escalons de la mort. C'est lui qui finançait la Contras. Escalons de la mort au Salvador et au Guatemala aussi. Il emmenait large. Puis, entre autres, dans une entrevue dans les années 80, où un journaliste l'accusait d'être un criminel de guerre, il a affirmé que le massacre d'El Mozote, où 1000 femmes et enfants ont été tués, hommes aussi, mais surtout des aînés, des enfants, mais les gens qui auraient pu être des combattants n'étaient pas vraiment là. Il disait que c'était un grand acte démocratique d'avoir fait ça. Mais je pense qu'il y a du racisme fondamentalement là-dedans aussi. La question que, c'est des peaux rouges après tout, en Amérique centrale, donc on peut s'en débarrasser comme on l'a fait aux États-Unis, ça va de soi. Quatrième niveau de lecture, Monseigneur Romero. Lui, il arrive, il surfe tout ça, le Monseigneur Romero. Mais en même temps, il est à l'écoute de son peuple, il accueille les réfugiés à l'archidiocèse, il ouvre un département pour écouter les doléances des gens qui viennent dire ils ont tué mon frère, ils ont tué mon père, ils ont tué ma fille. Puis là, je reviens sur la trame de l'horreur. Non, je ne reviendrai pas, c'est trop horrible. Bon, mais c'est ça, Monseigneur Romero, lui, il recueille cette souffrance-là, puis il recueille cette parole vivante des communautés de base aussi, qui essaient de s'organiser. Puis il leur dit de ne pas baisser les bras, de ne pas arrêter de se réunir, de continuer malgré tout de revendiquer leurs droits qui sont légitimes, puis interpelle les riches et les puissants pour qu'ils partagent un peu de leur richesse. Avant que ça devienne un conflit irrémédiable, puis que le feu puis la guerre civile prennent. Monseigneur Romero, il est capable de redonner courage à son peuple
en leur disant que Dieu est de leur bord, dans le fond, que le Christ est de leur bord, que l'Esprit Saint est de leur bord, que tout le monde, tout ce qu'il y a là-dedans est de leur bord, puis que les puissants, ils vont à l'échec de toute façon, parce que leur projet, c'est un projet de mort, ultimement. Puis c'est ça me faisait penser, puis quand je parlais de la catastrophe tantôt, dans cette réflexion-là, c'est que les puissants de ce monde ont séquestré l'histoire. Il n'y a plus d'avenir, no future. Les punks le disaient dans les années 80. Donc, eux autres, ils ont décidé que c'est le capitalisme, c'est la fin de l'histoire. On va se battre jusqu'à la dernière scène pour avoir le dernier litre de pétrole, puis que, je sais pas, on va le boire, je sais pas ce qu'on va faire avec. Versus, ça, c'est toutes des pyramides. Hein? Ce que l'archéologie aime adorer, là, les grosses pyramides, les gros temples, les grosses ruines de grosses affaires. Mais ça, c'est pas ça. Ça, c'est des petites communautés rurales, paysannes qui s'organisent. C'est des gens qui s'organisent à la base entre eux pour avoir une vie égalitaire et en toute justice puis en toute réciprocité d'une façon humaine. Mais donc, à chaque fois dans l'histoire, les puissants, ils s'approprient, ils s'accaparent les ressources du peuple, puis la liberté même des individus pour les forcer à travailler dans leur raisonnement à eux, pour leur bénéfice à eux. Puis moi, c'est ça que je trouve là-dedans de magnifique, c'est que c'est comme un guide, un mode d'emploi pour comment voir les traquenards des puissants. Il y en a toujours eu à travers l'histoire, des puissants qui veulent s'arroger tout le pouvoir, puis sur la mort, en imposant la mort autour d'eux, versus un projet libérateur, des gens qui s'organisent, qui se prennent en main, mais aussi il y a une dimension spirituelle, évidemment, puis il y a une dimension sociale assez forte, dans le sens que, puis Romero le dit à chaque dimanche dans sa cathédrale. En passant, il y a une radio qui rediffuse ses homélies. Il y a 2 millions d'auditeurs à chaque fin de semaine, à chaque dimanche, qui dit ses homélies. Ses homélies ne durent pas 5 minutes, ils peuvent durer 2 heures, parce que dans ses homélies, il rétablit la vérité. Ce que les journaux ne disent pas sur ce qui se passe, lui, il le dit. C'est pour ça, pas rien qu'ils l'ont tué. Puis, avant sa mort, quelques semaines avant sa mort, ils ont fait sauter le poste du diocèse qui diffusait ses homélies. Alors, il y a quelqu'un qui est arrivé, puis ils l'ont diffusé via ondes courtes par toute l'Amérique latine. Alors, à l'époque, c'était l'époque des grandes dictatures en Amérique du Sud aussi, mais Monseigneur Romero est entendu jusqu'en Argentine, jusqu'au Chili. Les gens au Chili m'ont dit qu'ils écoutaient Monseigneur Romero live. Alors, il dérangeait par tout ce qui était entendu, sans aucun doute. Il me reste du temps? Non. Il y a une demi-heure. T'as dépassé ton temps. Là. J'ai tout dit. Est-ce que il me reste combien de temps? Oui, non, continue. Ah bon, OK. J'ai peut-être sorti mes affaires trop vite. Mais pour ce qui est de la mise en scène macabre, c'est pas le bout le plus fun, mais il y avait puis ça, c'est drôle parce que ça a été reproduit par les escadrons de la mort salvadoriens. Leur méthode, ils démembraient les gens, puis ils laissaient les cadavres au bord du chemin dans les fossés pour que la population les voie et ait peur. Et les gens n'avaient même pas le droit de recueillir les cadavres puis de les enterrer. On m'a raconté là-bas que un monsieur, sa seule implication politique, c'est qu'il ramassait les cadavres puis allait les enterrer. Et ils l'ont tué pour ça. Parce qu'ils ne voulaient même pas que ça se fasse pour donner un minimum de dignité aux gens. Monseigneur Romero, dans ses homélies, lui, il rétablissait aussi la dignité des morts en disant leur nom, qu'est-ce qui était arrivé, que la police les avait arrêtés tel jour, telle heure, qu'ils avaient amenés au poste de police puis qu'ils n'étaient jamais réapparus finalement. Ou s'ils étaient réapparus, c'est un cadavre qui était réapparu, c'était pas des personnes vivantes. Puis il va aussi au niveau de la foi, si on peut dire au niveau de la croyance, il va dire, même si vous mourrez pour la cause de la libération du peuple, il dit, vous allez avoir la vie éternelle. Tu sais, puis donc il annonçait une promesse pour ces gens-là, pour les relever leur courage. Puis à l'inverse, versus les escadrons de la mort, les oligarques, les militaires qui abusaient de leur pouvoir, qui assassinaient sans gêne, il leur disait carrément, ben là, c'est vous allez aller en enfer direct. Je ne gênais pas pour leur dire. Ce qu'il y avait d'original aussi, c'est qu'il reprenait justement, il interprétait la Bible en reflet avec la réalité du Salvador. Il ne se questionnait pas à savoir est-ce que c'est historique
c'était pas l'analyse historico-critique, c'était plutôt la métaphore qui est dans la Bible. Est-ce qu'elle évoque quelque chose pour nous? Comme exemple, le massacre des saints innocents dans la Bible, où c'est Hérode qui demande à ce que tous les garçons de 2 ou 3 ans soient dans la ville de Bethléem soient tués parce que le Messie est censé apparaître dans cette ville-là. On ne sait pas si historiquement c'est arrivé cette affaire-là. Mais lui, Romero, il sait que les militaires font ça. Ils tuent des enfants. Alors, il leur met d'en face. Il lit ce passage-là, des saints innocents, puis il dit, ben, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui au Salvador, il y en a qui font ça. Puis donc, il leur enlève toute légitimité, toute crédibilité. Il leur enlève, parce que tout pouvoir a besoin d'être légitimé. C'est pas juste d'avoir la contrainte de la police, l'argent des impôts et les médias. Ils ont besoin que les gens accréditent, que les gens croient dans l'État, dans sa légitimité, dans son... sinon, ça fonctionne pas. Puis ça fait en sorte que le pouvoir veut toujours comme se sacraliser. Il va souvent s'associer à l'Église, par exemple, pour avoir... parce que, bon, c'est une belle messe, un Théo Deum avec le président de la République, ben ça veut dire que le président, c'est un bon gars, puis que Dieu est de son bord. Mais lui, Romero, il va arrêter ça. Là. Il va arrêter de participer à ces simulacres-là. Il ne voudra pas donner crédit aux dirigeants de son pays, au contraire. Puis, il va accorder toute son importance aux plus petits, aux paysans, aux pauvres. Puis à l'époque, c'est pas des jokes. Là, le monde est vraiment pauvre au Salvador. Beaucoup de gens ont pas d'endroit où vivre. Ils vivent sur le bord des routes. Ils vont à la cueillette du café au mois de septembre. Ils vont à la cueillette de la canne à sucre à une autre période de l'année. Ensuite, il y a l'aguadon, le coton. Donc, les gens, ils sont comme itinérants, les paysans, je veux dire, qui n'ont pas de terre, parce que les terres ont toutes été saisies par les grands propriétaires. Alors, les gens, ils migrent en permanence pour gagner une pitance qui est juste la pitance. Puis souvent, à la fin de la récolte, ben, comme ils ont emprunté pour manger au début de la récolte, ben, à la fin de la récolte, ils ont juste éclairé la dette qu'ils ont contractée pendant la récolte. Puis ils sont toujours au même point zéro. Tu sais, puis il y a comme rien qui se produit pour eux. Les soins de santé, l'éducation, fallait pas en parler, ça n'existait pas. Puis, c'est un pays où il y avait beaucoup de peur. Moi, il y a quelqu'un, Michel Blanchette, Michel Laberge, un gars de développement épais. Oui, Michel Laberge, il disait qu'il est allé au Salvador en 1968. Puis il disait qu'il avait peur. C'est un pays qui faisait peur. Mais la peur, pas de la criminalité, des militaires, de la police. C'était un pays où les gens ne se sentaient pas... Puis la population vivait dans la terreur. Puis ça, c'était avant même les événements des années 70. Ouais, avant les années 70, avant l'Organisation populaire du peuple. Donc, cette terreur-là c'était la façon de gouverner pour ces dirigeants-là. Je vous remercie. Nous voulons remercier à chacun de vous pour votre présence et votre participation.